Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct sur Al24 News. Actualité oblige, nous allons continuer ce soir à suivre les développements au Soudan, les évolutions d'un conflit qui entame, vous le savez, sa deuxième semaine. L'inquiétude internationale est à son comble. Entre risque de guerre civile, crise migratoire et d'autres conséquences, nous allons ce soir évoquer les menaces auxquelles font face les pays voisins et la région dans l'ensemble avec nos invités. Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS à l'Université de Tours en France, spécialiste du Soudan. Bonsoir. Émile Oud Chenoufi, professeur de relations internationales. Vous êtes également directeur de la maîtrise en études de la défense au Collège des forces canadiennes de Toronto. C'est bien cela. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et va nous rejoindre et puis est avec nous en ligne docteur Farid Ben Yahia, analyste expert en relations internationales. Bonsoir monsieur Ben Yahia. Alors avant de laisser place au débat, je vous propose de faire un point rapide de la situation. Au Soudan, le répit dans les combats entre armées régulières et paramilitaires des forces de soutien rapide a été de courte durée au moment où l'opération d'évacuation des civils et des diplomates étrangers a commencé. Les affrontements ont aussitôt repris de plus belle. On a appris d'ailleurs que le convoi français aurait été pris pour cible, faisant un blessé par balle. D'après ce qu'on voit, Marc Lavergne, le conflit est parti pour durer et même s'aggraver. Oui, je pense que pour l'instant, il n'y a aucune médiation, ni internationale, ni nationale. Le peuple soudanais assiste à ça avec un sentiment de désarroi total. Les forces politiques soudanaises sont également marginalisées dans cette affaire, dans ce combat des chefs. Les pays voisins ne peuvent pas intervenir non plus jusqu'à présent, ni la communauté internationale qui ne sait pas comment intervenir dans ce genre de conflit entre un gouvernement, une armée nationale et puis des groupes, je dirais, supplétifs mercenaires. Oui, alors le Soudan fait ainsi face à un risque de guerre civile. Quel en serait l'impact sur la région? On s'interroge ce soir sur les conséquences, l'impact de ce conflit au Soudan sur la région lorsqu'on sait que cette région du Sahel est déjà fragilisée par d'autres conflits et d'autres fléaux, n'est-ce pas, Milo Chenoufi? Alors, on le sait maintenant que dans cette région, les conflits n'ont pas tendance à se limiter aux frontières nationales. Donc, le conflit qui se déroule actuellement au Soudan, ça ne signifie pas qu'il va nécessairement avoir un chapitre dans l'un des pays limitrophes, mais on sait que les conséquences peuvent être différentes. Je vous donne un exemple très simple, oui. C'est celui du mouvement forcé des populations. Quand il y a des conflits, les civils se font déplacer de force ou alors fuient les combats et généralement se rabattent sur les pays limitrophes, ce qui exerce une pression sur ces pays-là. Donc ça, c'est une première forme de répercussion. Oui. La seconde forme, ce sont les grands mouvements migratoires, non pas vers les pays limitrophes, mais vers les pays du Nord, à l'image de ce que nous avons vu à propos de la Libye. Oui. Mais il y a autre chose, c'est que, et c'est un élément important, les factions en combat actuellement au Soudan ont des relations plutôt cordiales avec différents acteurs oui. Régionaux. D'un côté l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis, de l'autre l'Égypte. Eh bien là, effectivement, l'action future qu'on peut espérer peut venir de ceux qui ont déjà des relations avec les acteurs en place. Alors, vous avez parlé de l'implication de plusieurs acteurs dans ce conflit. Farid Ben Yahia, selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre à une internationalisation de ce conflit au regard du soutien qu'apportent certains pays aux deux camps? Monsieur Ben Yahia?
Bien, Monsieur Ben Yahia n'est pas encore, donc la liaison n'est toujours pas établie. Monsieur Marc Lavergne, vous avez entendu ma question sur le risque d'internationalisation du conflit. Est-ce qu'on est face à ce scénario, face au soutien qu'apportent certains pays aux deux camps? Oui, alors je crois tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, hein, parce que le peuple soudanais n'est pas divisé, n'est pas fracturé. Il assiste en témoin effaré à cette situation entre deux groupes armés. Hein. Mais Oui. enfin, il est quand même victime et effectivement, il peut choisir les routes de l'exode. Mais le Soudan est un pays qui est extrêmement vaste, hein, et donc les frontières sont loin. Les gens du Darfour peuvent éventuellement aller au Tchad. Et puis effectivement, comme ça a été dit par la Libye, c'est déjà un canal qui est utilisé. Les jeunes s'en vont en Europe à travers ce canal Oui. qui est contrôlé par les forces. Mais alors, pour parler des pays voisins, tout le monde est très préoccupé. Oui. L'Égypte au premier chef, bien entendu. La Libye, dans la mesure où la Libye existe encore, effectivement, elle peut avoir des contre-coups, mais enfin, il n'y a pas de pouvoir établi à proximité de la frontière soudanaise. Et puis après, il y a le Tchad qui reçoit déjà des gens qui passent la frontière. Alors, il faut savoir que la frontière entre les deux pays, bon, on ne la voit pas. Hein. Moi, je connais très bien cette région, évidemment. Et Oui. quand on passe du Soudan au Tchad, il n'y a aucun poste frontière. C'est les mêmes villes qui sont de part et d'autre de l'Oued, si vous voulez. Alors, les gens sont les mêmes tribus, donc ils passent, ils s'en vont, puis après ils reviennent. Il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Du côté de l'Éthiopie, de l'Érythrée, là, il n'y a pas non plus de possibilité pour les gens de partir parce que c'est un cul-de-sac et c'est une autre culture, c'est plus le monde arabe, c'est autre chose, c'est des montagnes. Donc, ce n'est pas les endroits où les Soudanais peuvent se réfugier. Je crois que la seule porte de sortie, ça serait l'Égypte. Alors ça, Oui. c'est loin aussi de la frontière. Hein. Après, les pays dont vous parlez, les pays du Golfe qui sont intéressés par cette crise au premier chef, eh bien, ils assistent sans trop savoir. Ils ont des intérêts de chaque côté, finalement. Et ils ont des craintes, évidemment. Il y a beaucoup de Soudanais qui sont installés dans ces pays, mais de manière extrêmement paisible, qui travaillent. Donc, il n'y a pas de danger de contamination, si vous voulez, à l'extérieur de cette crise soudanaise pour l'instant. Alors, on a constaté, vous l'avez dit, Marc Lavergne, l'impuissance de ces pays, de tous ces acteurs dont vous parlez face à ce conflit. Alors, les appels se sont multipliés pour obtenir un cessez-le-feu, mais en vain. À votre avis, pourquoi je ne sais pas si M. Ben Yahia est avec nous. Très bien. Monsieur Chenoufi. Monsieur Miloud Chenoufi. Oui, je suis avec vous. Vous voulez que je réponde à la même question? Oui, absolument. En fait, vous avez raison de souligner une chose, c'est que les différentes déclarations officielles qui nous viennent des différentes capitales dans la région appellent au calme, appellent à une solution négociée et c'est tout à fait positif. Je crois que l'acteur principal qui compte réellement sur un appui diplomatique étranger, ce sont les forces de soutien rapide. Vous savez, durant les dernières années, ils ont fait une sorte de forcing pour essayer de gagner en respectabilité et de devenir, si vous voulez, un acteur fréquentable dans la région. Ils ont engagé des entreprises de relations publiques pour cela, etc. Et puis, on le sait, à cause du conflit au Yémen, ils avaient des relations assez étroites avec à la fois l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mais ces deux pays-là ne semblent pas aujourd'hui favoriser une faction contre une autre, puisque les échos qui nous parviennent de leur capitale est l'appel au calme. Ce qui fait que le général Dagalo doit quand même tenir compte du fait qu'il ne peut pas compter sur un soutien franc. Maintenant, ce qui se fait derrière les portes closes, c'est une autre affaire, on ne le sait pas. Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, ce sont des pays qui ont une certaine influence, l'Égypte aussi du côté des forces armées. S'il y a une action concertée entre à la fois l'Organisation des Nations Unies, la Ligue arabe et l'Union africaine, il est possible d'imaginer, enfin, au moins, à la limite, un retour
à la paix civile, c'est-à-dire à un cessez-le-feu, que les armes s'arrêtent pour continuer à engager un débat sérieux. Parce qu'il faut se rappeler, hein, ce conflit a éclaté à cause du statut qui doivent être réservés aux forces de soutien rapide, qui veulent rester une force autonome. Or, un État, n'importe quel État, ne peut pas fonctionner avec en parallèle deux forces armées. L'unification ultime doit avoir lieu. Et donc, les négociations doivent porter sur cet élément-là. Est-ce que les acteurs du conflit sont prêts à le faire aujourd'hui? Rien ne semble l'indiquer, hein, puisque les deux voient le conflit comme étant une équation à somme nulle, hein, qu'ils veulent trancher le conflit avec les armes et s'emparer du pouvoir. Or, comme ça a été dit tout à l'heure, le Soudan politiquement est une entité plutôt complexe, hein, puisque vous avez toute une classe politique qui va continuer à rejeter que l'État soit monopolisé par une seule force. Donc, même si le conflit est tranché militairement, oui, ça ne veut pas dire que le pays retournera à la stabilité. Et par conséquent, il est nécessaire d'envisager avec l'aide donc de la région et avec l'aide de la communauté internationale un processus politique qui commence par l'arrêt des combats et puis qui se poursuit par l'établissement donc d'un processus politique qui stabilise le pays. Alors, je reviens sur le risque d'internationalisation de ce conflit avec vous, Farid Ben Yahia. Selon vous, est-ce on est face à un nouveau scénario à la libyenne? Bon, le problème, il se pose. Donc, il y a beaucoup de contraintes, mais ce que je considère actuellement, c'est on dirait que la communauté internationale est presque démissionnaire. Ils essayent de régler certains problèmes. Il y a des conflits un peu partout dans le monde, mais je dirais que la diplomatie offensive de certains pays n'est plus à jour actuellement. On la voit uniquement dans la guerre de l'Ukraine, là où l'Europe s'est engagée avec les États-Unis d'essayer de régler le problème ukrainien avec la Russie. Mais tout ce qui est en Afrique, tout ce qui est au Moyen-Orient, je considère que les Nations Unies n'ont pas fait de nécessaire. Et le problème qui se pose aussi, donc les pays limitrophes et les pays voisins, que ce soit pour l'Union africaine, pour les autres pays, n'ont pas fait, je dirais, assez. Et chacun essaie de fermer ses frontières, de se protéger, alors que lorsqu'il y a du feu dans une région, il peut être propagé pour tout le monde, c'est-à-dire touché. Je considère que le problème qu'il y a actuellement ne pourra être réglé que s'il y a une force, je dirais, onusienne qui va s'imposer. Sinon, ça risque d'éclater et le problème ne sera pas réglé. C'est-à-dire que c'est comme le problème libyen et les autres problèmes qui sont un peu partout dans le monde. Marc Lavergne, votre point de vue justement sur cet échec, si l'on peut le qualifier ainsi, de la communauté internationale à régler ce conflit? Ben, ce conflit tombe très mal, hein, parce qu'il y a déjà des zones de tension très importantes à l'échelle planétaire, donc les grandes puissances sont occupées ailleurs. Évidemment, la Russie a commencé à livrer des armes à Hemeti. Donc, elle s'implique. Elle a tout intérêt, effectivement, peut-être à déstabiliser le Soudan, à en faire une nouvelle zone de conflit où elle s'affronterait aux puissances occidentales. Ça fait partie. Monsieur Lavergne, il y a également les États-Unis qui étaient très impliqués dans ce pays également. Il faut le souligner également, Monsieur Lavergne. Ah, mais moi, je veux bien que les États-Unis, ils sont impliqués partout sur la planète, hein, mais pas particulièrement au Soudan. Il n'y avait pas d'intérêt, si vous voulez, majeur au Soudan. Et les États-Unis sont un petit peu embarrassés parce que le Soudan se situe entre l'Égypte, qui est leur allié stratégique pour tout le Moyen-Orient, avec Israël qui leur sert de remplaçant de plus en plus. Hein. C'est Israël, en fait, qui protège l'Égypte, mais d'un autre côté, l'Éthiopie, qui est aussi un allié, je dirais, stratégique. Et les États-Unis n'ont pas choisi entre les deux, mais ils sont embarqués sans avoir aucun moyen de pression dans cette affaire, alors qu'ils sont occupés en Indo-Pacifique, et on le voit sur le dossier ukrainien. Donc, ils ont affaire avec la Chine, ils ont affaire avec la Russie, et c'est plutôt la Russie qui prend l'initiative de soutenir les mercenaires pour déstabiliser le pouvoir en place, qui est un pouvoir pourtant héritier d'Omar el-Béchir, c'est-à-dire du régime militaro-islamiste
que les États-Unis et l'Occident ont combattu pendant 30 ans. On a l'impression que le conflit a été déplacé, Monsieur Laverne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On passe d'un conflit ukrainien à un conflit soudanais. Qu'en pensez-vous ? Ah non, mais l'un ne remplace pas l'autre. Si vous voulez, c'est la tâche de déstabilisation à l'échelle globale qui s'élargit, et avec une grande fragilité de l'Égypte, parce qu'elle a d'un côté la Libye qui est déjà fragilisée, maintenant le Soudan, les rebelles dans le Sinaï, les problèmes avec Gaza et la Palestine, toujours. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'assez inquiétant d'un point de vue géostratégique. C'est le canal de Suez, c'est la mer Rouge, avec tout ce qui se passe aussi en Méditerranée orientale. On peut aller très loin si on veut commencer à dérouler tous les effets possibles de cette crise soudanaise. Mais il faut bien rappeler que ça n'est pas une guerre civile, que c'est une guerre entre deux chefs de guerre, et que la population soudanaise, avec ses structures, avec ses partis politiques, avec son mouvement pour la liberté et le changement, avec ses syndicats, eh bien, elle est mobilisée pour la démocratie, mais elle n'a pas été soutenue par l'Occident. Et maintenant, les pays du Golfe, eux, ne veulent pas de démocratie au Soudan, ni l'Égypte d'ailleurs, ni aucun pays voisin. Donc, c'est aussi une autre dimension de l'équation, c'est que le peuple soudanais, il regarde les deux loups qui s'entre-dévorent. Mais il ne participe pas. Alors, face à ces développements, on se demande si ce conflit ne va pas donc se propager au-delà des frontières soudanaises. Je pose la question à M. Milutchenofi. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne crois pas. Le conflit lui-même ne risque pas de se reproduire ailleurs qu'au Soudan, parce que le conflit est vraiment soudanais. Il a des raisons interne, et on ne peut même pas l'expliquer par l'implication des acteurs étrangers. Je dis que les acteurs étrangers peuvent participer à une solution éventuelle, mais la réalité de la crise soudanaise est une crise endogène. C'est une transition qui a été mal gérée depuis 2018-2019, c'est-à-dire depuis la fameuse révolution soudanaise. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les forces armées ont accepter d'accompagner, si vous voulez, un certain changement en abandonnant le président El-Bashir, mais par la suite, aucun processus viable n'a été mis en place. Il est vrai qu'à l'intérieur du Soudan, vous avez toute une classe politique, il y a toute une tradition politique dans ce pays-là, mais vous avez encore une opposition qui est totalement fragmentée, qui n'est pas structurée, qui n'a pas réussi, si vous voulez, à imposer une feuille de route aux militaires. Et les militaires eux-mêmes sont divisés aujourd'hui. Donc tout cela nous permet de comprendre que le conflit est un conflit interne. Ces ramifications à l'externe ne peuvent pas conduire à un conflit similaire qui soit l'écho de ce qui se passe au Soudan, au Tchad, en Éthiopie ou en Égypte, etc. Mais j'insiste sur une chose, c'est que c'est vrai que l'espoir pour le moment est très limité d'un arrêt des combats et d'un retour à la normale, étant donné toute la complexité de la situation. Mais je crois aussi, comme l'a dit un diplomate algérien retraité un jour, il a dit que la communauté internationale dans un conflit donné signifie toujours les acteurs régionaux. Donc la communauté internationale, lorsqu'il est question du Soudan, c'est vraiment les acteurs régionaux. Et même si les gens ne s'accordent pas sur la nature du régime futur dans le Soudan, je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que la stabilité soit rétablie dans ce pays-là. Monsieur Chenoufi, on va revenir justement sur le rôle que devraient jouer les acteurs régionaux. Je pose la question à Monsieur Marc Lavergne. Qu'en pensez-vous? Le conflit soudanais va-t-il rester, comme le précise Monsieur Chenoufi, interne, ou y a-t-il un risque de propagation? Je sais que vous êtes connaisseur de la composante de la société soudanaise. Au regard, donc, quels sont les ingrédients qui pourraient justement aboutir à une propagation du conflit, Monsieur Lavergne? Moi, je crois qu'il n'y a pas de risque de propagation immédiate. L'Éthiopie, c'est un autre univers avec d'autres problèmes très graves. L'Égypte, elle, est dans une situation de faiblesse financière, de faiblesse économique, de faiblesse politique. L'Égypte a très peur et n'a aucun moyen d'intervenir au Soudan, qui était sa colonie depuis le début
début du 19e siècle. Donc, imaginez qu'un pays étranger intervienne dans une colonie pour séparer des belligérants à l'intérieur. C'est inconcevable. Pensez à l'Algérie et à la relation avec la France. Bon, c'est tout à fait inimaginable. Donc, les Égyptiens ont intérêt à être extrêmement prudents dans leur gestion de ce dossier, mais ils ont très peur. Les Saoudiens n'ont pas les moyens d'intervenir. Ils ont des moyens financiers, comme les gens du Golfe, mais ils n'ont pas de moyens. C'est eux qui sont venus chercher des mercenaires au Soudan, au Darfour et M. Hemeti pour mener leur guerre au Yémen. Ils ne vont pas envoyer des soldats saoudiens, ça n'existe pas, ni les Émiriens non plus. Donc l'argent peut faire des choses, mais l'argent ne peut pas régler un problème qui est un problème à la vie, à la mort, entre deux chefs de guerre. Entre deux conceptions du Soudan aussi, parce que c'est une guerre entre la vallée du Nil, la capitale, le centre, riche, relativement riche, et les provinces extérieures, périphériques. Et ça, c'est un vieux problème. Moi, j'en ai parlé avec John Garang autrefois, qui était le leader du mouvement rebelle du Sud, qui me disait, aujourd'hui, on a un Soudan, on a un problème d'égalité de tous à l'intérieur. Ouais. Demain, s'il y a deux Soudans, il y aura deux problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le Sud-Soudan aussi, il ne faut pas l'oublier, est à feu et à sang depuis son indépendance. Absolument, absolument. Donc, je reviens justement face à cette équation. Milo Tchenofi, donc on a parlé de l'échec de la communauté internationale à obtenir à court terme un cessez-le-feu entre les deux camps. Selon vous, quel devrait être, justement, vous en parliez il y a un moment, le rôle des acteurs régionaux? Ok, alors vous avez raison de soulever d'abord la question de la communauté internationale. Dans cette région du monde, lorsqu'on en parle, c'est essentiellement les puissances occidentales et l'échec a été lamentable chaque fois qu'il y a eu une intervention ou un intérêt porté à un conflit. Donc, non seulement on ne peut pas compter réellement sur ce genre d'acteurs, mais ce n'est même pas souhaitable de les voir s'impliquer directement dans ces conflits parce qu'ils ne savent faire que ce qu'ils sont habitués à faire, c'est-à-dire ajouter de l'huile sur le feu. Maintenant, encore une fois, un pays qui est déstabilisé quelque part dans une région, ce n'est dans l'intérêt de personne dans cette même région et par conséquent, il est nécessaire de faire quelque chose. Pas nécessairement à travers une intervention militaire. Il y a d'autres moyens de faire pression sur les différentes factions qui se combattent actuellement, enfin les deux principales factions qui se combattent actuellement au Soudan. Je vous donne un exemple très très simple sur le plan économique. On sait que les forces de soutien rapide tiennent leur financement des intérêts qu'ils ont dans l'exploitation dirigée de l'or dans le pays, de certaines infrastructures, oui. Etc. Donc on peut faire, il est possible de faire une pression de l'extérieur pour fermer le robinet financier. La même chose peut se faire sur les forces armées. Vous savez que depuis que le Soudan a été coupé en deux, les richesses pétrolières sur lesquelles pouvait reposer le régime à Khartoum ne sont pas aussi importantes qu'avant. Là aussi, donc, vous avez un besoin économique qui est une arme ou un levier, si vous voulez, entre les États de la région pour faire pression et amener les gens à s'asseoir, discuter et envisager un avenir et une stabilité du pays. Mais oui. Encore faut-il qu'il y ait la volonté de le faire. Pour le moment, ça reste un peu timide, mais si on veut réellement éviter l'escalade, oui. Que les choses s'enveniment, que la souffrance des gens qui est déjà assez importante, pour vous donner juste un chiffre, oui. Avant ce conflit, selon le programme alimentaire mondial, quelque chose comme 16 millions oui. De Soudanais et de Soudanaises oui. Sont en situation d'insécurité alimentaire. Alors, juste pour vous donner la gravité de la situation. Absolument, donc, la situation est très grave, Monsieur Tchenofi, on l'a compris. Il semble qu'on ait rétabli donc la communication avec Farid Ben Yahia. Farid Ben Yahia, sur justement le rôle que devraient avoir les pays voisins du Soudan actuellement plus que jamais. Monsieur Farid Ben Yahia. Qui était président. Allez-y. Et le Soudan était sous embargo, d'accord. Et il y avait beaucoup de sanctions émanant des États-Unis et d'Occident contre le Soudan. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'oublie pas que Omar al-Bashir fait partie de la junte militaire. Il a créé
un groupe paramilitaire spécialisé des commandos, donc de Hamiti. Donc, et c'est lui qui va un petit peu déstabiliser l'armée officielle. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit, parce qu'il a créé une scission donc, dans l'armée soudanaise. Oui. Actuellement, le Burhan, c'est un nationaliste qui essaye de trouver des solutions. Il y a des pressions très importantes. Les Émirats arabes unis sont venus. Ils lui ont demandé de reconnaître, de faire des relations avec Israël. Et c'est les Émirats arabes unis qui vont s'en charger de l'aider sur le plan économique. Mais pourquoi? Non, il faut savoir le pourquoi. Le pourquoi des choses, parce que la plupart ont essayé de trouver des problèmes par rapport au barrage Nahda au niveau du... C'est vrai qu'il y a ce problème, mais le vrai problème, c'est que parce que la plupart de l'armement qui a été, je dirais, spolié des casernes de Libye qui se trouvaient au niveau du Tchad, du Mali, du Niger, du Burkina, d'autres pays, donc ils essaient, donc d'autres groupes qui essaient d'acheminer cet armement vers Gaza. Monsieur Ben Yahia, oui. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous pour votre contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Je remercie Marc Lavergne pour sa participation, géopolitologue spécialiste du Soudan, et Milou Tchenoufi qui était avec nous en direct depuis Toronto, professeur de relations internationales. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.